Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, le istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Le Monde dans votre radio avec Sophie Larmoyer, comme tous les soirs. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Alors comme promis, on va partir ce soir avec vous à l'assaut de l'Everest et de sa montagne de détritus en l'occurrence. Le grand ménage a commencé là-haut. Oui, une véritable campagne de nettoyage avec un objectif affiché plus ambitieux que jamais, enlever 100 tonnes de déchets d'ici la fin de l'année et les transporter par les airs à Katmandou pour être recyclés. Ces déchets, ce sont des bouteilles de bière, des canettes, des boîtes de conserve, des tentes déchirées, du matériel, voilà, et même des bouteilles d'oxygène vide laissées par certains des 100 000 personnes qui ont visité la région l'an dernier. C'est le chiffre qu'on nous a donné. 40 000 étaient des alpinistes. Ce sont les Sherpas qui montent chercher tout ça dans la montagne, hein, donc les grimpeurs, porteurs népalais. Ils redescendent des sacs d'ordures à dos de yak. Mais alors on en parle régulièrement, il n'y a pas de règles pour ceux qui visitent ces coins-là? Si, bien sûr, et le Népal fait ce qu'il peut pour s'attaquer à ce qui est un véritable problème. Ça va mieux depuis 2014, depuis que le ministère du Tourisme demande aux expéditions une caution de 3 000 €, récupérable uniquement si on redescend ses poubelles. Mais ils sont des milliers à s'engager sur les sentiers escarpés pour rejoindre le camp de base du Sud à plus de 5000 mètres d'altitude et la règle n'est pas toujours respectée. Donc les Népalais sont organisés. Exactement. Le comité de contrôle de la pollution de Sagarmatha, composé de Sherpas, coordonne le nettoyage avec les villageois. Des groupes de femmes font un premier tri dans les villages de ce qui peut être brûlé sur place, de ce qui doit être ramené en bas pour être recyclé. Et les petits avions qui déposent les grimpeurs repartent chargés de gros sacs blancs. Des cabanes à ordures ont aussi été construites, faites de pierre pour que les yaks sauvages ne viennent pas les détruire, détruire les poubelles. Et enfin, quelques toilettes portatives ont été installées parce que, figurez-vous que les déjections de ces milliers de visiteurs posent aussi un sérieux problème sanitaire. Voilà, donc objectif absolument énorme pour cette campagne de nettoyage, parce que vous m'avez dit, je rappelle ce chiffre, il est très impressionnant, qu'il faut descendre et recycler 100 tonnes de déchets d'ici la fin de l'année. C'est l'objectif qu'ils se sont fixés cette année. C'est ça. Ouais. On va vous emmener maintenant au Brésil, où l'émotion est toujours très importante. Une semaine après l'assassinat de la conseillère municipale Marielle Franco, on vous en a parlé évidemment sur Europe 1, grâce à vous notamment Marine Noddacher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Sao Paulo pour Europe 1. Ce soir, des manifestations sont prévues dans les grandes villes du pays. Oui, la messe du 7e jour, très importante au Brésil, sera célébrée dans son nord-est natal et la liste des villes qui organisent des mobilisations est impressionnante. Marielle Franco est vraiment en train de devenir une icône au Brésil, par-delà les clivages politiques ou religieux. Dès le lendemain de son assassinat, je vous rappelle, dans sa voiture de 5 balles dans la tête, son cercueil avait traversé une foule bouleversée, massée à Rio de Janeiro et criant sa douleur et sa soif de justice. Comment vous expliquez l'ampleur de cette émotion ? Alors c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'un militant des droits de l'homme ou de l'environnement est assassiné au cours des derniers mois, mais Marielle, c'est la mort de trop. Elle incarnait l'espoir d'un renouveau politique, 5e conseillère municipale la mieux élue en 2016, femme née dans la favela de Maré, noire, lesbienne. La sociologue cristallisait plusieurs luttes très importantes pour les droits humains au Brésil. Oui, vous parlez de Rio, où la situation d'ailleurs reste extrêmement tendue. Oui, depuis un mois, la ville était aux mains de l'armée, appelée en renfort par le président Michel Temer afin de lutter contre la mainmise du trafic de drogue sur les favelas. La députée était en train justement d'enquêter sur les abus commis par les militaires. Et dès ce week-end, on apprenait que les balles calibre 9 mm qui ont tué la militante venaient d'un stock vendu à la police. Une enquête a été ouverte par la police fédérale. Marine Noddacher, évidemment, on vous tiendra au courant de cette enquête sur Europe 1. Marine Noddacher depuis le Brésil pour Europe. Quelques nouvelles encore avec vous, Sophie. Et d'abord, la prestigieuse université McGill de Montréal qui compte proposer une formation assez originale sur le cannabis. Oui, vous savez, l'été prochain au Canada, la production de cannabis sera légale. Et donc, en mai, dans un mois et demi, l'université organise de premiers ateliers pour les entrepreneurs qui comptent se lancer. Ateliers sur les meilleures pratiques de production, le contrôle de qualité, etc. Oui, mais la doyenne de la faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement de McGill ne compte pas s'arrêter là. Elle veut former la prochaine vague de maîtres cultivateurs de cannabis. McGill est donc en train de créer un nouveau certificat professionnel qu'elle proposera l'an prochain aux étudiants en horticulture ou en biologie végétale. On parle bien d'horticulture cannabique. Absolument. Merci beaucoup Sophie Larmoyer.